Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler de Steven Soderbergh, ce qui est assez rare sur la chaîne, et pour cause. Récemment, il y a quelques jours, en parlant de Hitman de Richard Linklater, je m'étais dit qu'il y avait un autre metteur en scène américain très populaire et florissant qui me résistait encore un peu. Monsieur Soderbergh donc, même si à l'époque j'avais apprécié Ocean's 11, j'ai vu le 12 aussi, mais j'y suis jamais vraiment revenu. Et qu'au cinéma, en 2018, j'avais assez aimé quand même Paranoia, Insane. Par contre, j'ai eu plus de mal avec Contagion ou Logan Lucky, que je reverrai un jour. Donc, pour, on va dire, approfondir et m'intéresser un peu plus à Monsieur Soderbergh, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de son tout premier long-métrage de fiction, sorti en 1989, qui s'appelle donc Sex, Lies and Videotape, ou Sexe, mensonges et vidéos en VF. Il avait la vingtaine à l'époque, et avec cette première œuvre donc, de fiction, il reçoit, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, la Palme d'Or, peut-être à la surprise générale, l'un des plus jeunes réalisateurs de l'histoire d'ailleurs à avoir eu cette récompense. Et en plus, au casting, je me suis rendu compte qu'il y avait une actrice que j'aime beaucoup, et limite, c'est bizarre que je ne sois pas tombé dessus dans les années 90 à la télé, à l'époque de Un jour sans fin, ou 4 mariages à l'enterrement, parce que je me serais très intéressé à cette œuvre si j'avais su que Andie MacDowell y était. Et à ses côtés, nous avons un jeune James Spader, quelques années avant Crash de Cronenberg, et Peter Gallagher, que c'est bizarre parce que pour moi, il a joué dans Shortcuts de Altman, mais je me souviens surtout de son rôle très secondaire dans American Beauty de Sam Mendes. Et c'est amusant parce que même si ce sont des personnages différents, il y a des parallèles, qui fait que d'ailleurs dans ce sexe, mensonge et vidéo, on pourrait imaginer une influence envers American Beauty. Mais ça, je balance ça comme ça, etc. Et donc l'histoire ici, elle est simple sur le papier. Nous suivons Anne, jouée par Andie MacDowell, qui est une femme brimée, qui n'a pas de désir pour son mari. Elle se confie à son psy. Elle va pas bien, elle est en thérapie. Elle s'occupe plus des problèmes autour d'elle, elle n'a pas envie, elle refuse le bonheur parce qu'elle ne le vit pas, tout simplement. Et dès l'ouverture du film, ça parle d'ordures qui s'entassent et tout, et en parallèle, vous avez quelqu'un qui rentre dans les toilettes pour hommes, ordures, hommes, peut-être que c'est le message du film. Bref, oui, elle a raison de se méfier indirectement, de ne pas pouvoir avoir ce bonheur avec son mari, parce que celui-ci la trompe. Oui, c'est montré dès le début, des montages parallèles très intéressants d'emblée. En plus, il la trompe avec sa sœur, qui est l'opposé de Anne. Elle vit sa vie à fond, extravertie. Et un beau jour, débarque un ami de la fac, qu'il n'a pas vu depuis quelques temps, j'imagine, du mari, qui s'appelle Graham Dalton, qui est donc joué par James Spader. Une sorte de gars un peu blond, tranquille, en dehors de la société très cadrée américaine bourgeoise que ce couple vit. Dès le premier plan, donc il arrive en voiture, c'est lui qui rentre dans les toilettes sur la narration thérapeutique d'Andie MacDowell. Alors c'est amusant parce que c'est comme si les mots de cette dame s'imprimaient sur sa vie, mais c'est lui qui va avoir une incidence sur la vie de cette épouse malheureuse. Et en effet, le ver est dans le fruit, c'est l'époux qui fait intervenir ce jeune homme qui est assez solitaire, et qui a quelques soucis personnels aussi, probablement traumatiques dus à une ancienne relation sur place, qu'il a voulu fuir, mais en conséquence, il a plus ou moins fui sa vie. Et il est impuissant, donc il ne peut pas avoir de relations sexuelles avec des femmes, et pour combler cela, il les filme, c'est-à-dire qu'il va interroger des dames qu'il rencontre, sur leur expérience sexuelle, sur le désir, voilà les vidéos, d'où le vidéotape, qu'il regarde ensuite, probablement, pour fantasmer dessus, etc. Et l'arrivée de ce jeune homme, assez angélique sur une apparition comme cela, va tout remettre en cause dans ce foyer américain très cadré, un foyer sans amour et sans enfants, sans bonheur vraiment. C'est amusant parce qu'il y a presque un principe à la théorème de Pasolini ici, alors c'est assez différent quand même, mais peut-être que ça fait partie des influences plus ou moins cachées de Soderbergh. Alors, c'est là où je me dis que j'ai bien fait de revenir sur Soderbergh, que je vais approfondir certainement plus sa filmographie, parce que là, clairement, c'est le meilleur film que j'ai vu de lui. Voilà,
Et j'ai envie de dire de loin, peut-être. Il faudrait que je les revoie, les autres aussi. De toute façon, je vais en voir d'autres aussi. Mais alors là, c'est brillant pour une première réalisation. Et il faut savoir qu'il a réussi quelque chose. C'est lui au scénario aussi. Un truc extraordinaire, c'est qu'il a la vingtaine à l'époque, donc une expérience de la vie, on va dire, entre guillemets, hein, limitée, directe en tout cas. Et il fait quelque chose de fort. C'est un film expérimenté sur certains points, sur le montage, sur la narration, et en plus, qui montre très brillamment, je trouve, d'un point de vue masculin, le rapport féminin au désir et à la solitude, et il tente une émancipation de son personnage principal. Et si sans en dire plus pour l'instant, je fais une mini-zone spoiler après. Ce qui est vraiment très fort. Mais premier degré. D'autant plus qu'il a écrit ce film, je crois, très vite, après une déception amoureuse. Peut-être s'en est-il senti responsable, ou je sais pas. En tout cas, c'est peut-être lui le personnage de Graham Dalton joué par James Spader, d'une certaine manière, bien sûr. Ou alors c'est peut-être le personnage qu'il n'a pas envie de devenir. Donc il exorcise quelque chose, il fait sa thérapie aussi avec ce film-là. Ah, évidemment, après, bah, ça se déroule là. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de très marqué et marquant dans sa façon de réaliser, de mettre en parallèle les diverses scènes, donc centré sur Anne, jouée par Andie McDowell. Elle a une vie, elle le dit à un moment dans le film, elle a une vie de merde. Ok. Et à côté le mari volage qui fait n'importe quoi. En plus, il délaisse son travail pour avoir ses relations avec la sœur, etc. Et donc aussi tout ce qui concerne la solitude également, hein, d'ailleurs, du personnage de James Spader, qui est en parallèle avec celui de Anne. C'est que lui, c'est pas qu'il a une vie de merde. En tout cas, il vit ce qu'il peut, hein, en mode vagabond, mais c'est comme s'il n'avait pas vraiment de vie. Il vit par procuration d'ailleurs, hein, parce qu'il récupère les désirs des autres, il se les approprie. C'est consentant hein, sur le papier, hein, mais quand même, pour après vivre des trucs qu'il ne peut pas vivre. Et en fait, nous avons un film de double libération ici, parce que oui, le personnage d'Andie McDowell, on le sent, va s'émanciper, elle va probablement découvrir la vérité, tout cela, tout cela. D'où le jeu aussi, le passer derrière la caméra un moment pour, miroir de l'âme, hein, vous connaissez, sortir des choses, et c'est au-delà du désir même, pouvoir enfin, peut-être, dire ce qu'on a sur le cœur, et voilà, au-delà de la thérapie avec le psy, c'est peut-être une autre thérapie qui est meilleure. Parler de ses désirs, ou de son absence de désir, à une caméra à quelqu'un, c'est encore plus frontal, j'ai envie de dire, que parler à un professionnel voilà, de la santé psychologique. Et le film joue là-dessus, avec donc aussi potentiellement la libération, ou le retour à l'existence de ce personnage qui débarque, là, en voiture, hein, c'est très américain, en film de la route, tout ça, qui a peut-être besoin aussi d'émotions, et qui a besoin d'être mis face à sa condition aussi. C'est pour ça que vers la fin, il y a un retournement, qui est brillant sur le plan de la diégèse globale, et de ce que ça dit sur les personnages. C'est là où c'est vraiment un pur geste de cinéma, quand on utilise bon, bah, la caméra vidéo dans un film. Voilà. J'ai pensé encore à American Beauty aussi. Tiens, oh oui, je pense que Sam Mendes a beaucoup aimé ce Soderbergh. C'est obligatoire. Parce que dans American Beauty, vous avez aussi ce jeune là qui filme à un moment sa jeune compagne pour lui faire dire des trucs, parce qu'elle n'est pas heureuse à cause de son père. Et tout. Ah oui, oui, ah oui. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film, parce que American Beauty, ça fait partie de ces films de chevet me concernant. J'en avais parlé d'ailleurs chez le collègue Nicolas de la chaîne Mister Cult. Je reviendrai dessus un jour aussi, mais c'est ça, le mal américain il est là, hein, le côté patriarcal, toxico-masculin ultime, d'un gars qui se permet tout et qui raboue sa femme, qui là, pour... voilà, elle s'occupe du foyer, elle a quitté son travail pour lui. Donc elle n'est plus rien en fait. Et donc n'étant plus rien à cause de son mari, elle ne ressent plus rien pour lui, et il n'y a plus de désir, elle n'a jamais eu d'orgasme, elle est devenue très prude par défaut, la pauvre, parce qu'elle est bloquée dans ce cocon. Et en fait, l'arrivée de ce gars, James Spader, qui, paradoxalement, c'est ça qui est fort, lui-même, enfin, d'une manière ou d'une autre, le sexe pour lui c'est autre chose, c'est pas possible, avec quelqu'un en tout cas, parce qu'il est impuissant, mais les deux, pouf, avec ses, comment dirais-je, ces traumatismes, ces blocages vont peut-être faire quelque chose à un moment. Mais ça va pas. Alors, ça va aller dans quoi? Dans le sexe ou la vidéo? Ou les deux? Ça, j'en dis pas plus pour l'instant. Puis, bien sûr, les mensonges du mari, vous avez le titre ici, etc. Et pour ça que, sur ce point, rien à dire. On est dans un film qui va au bout de ses idées et qui va très loin aussi dans ce que ça veut raconter. Et même une forme de féminisme aussi, quand même, sur cette progression-là de l'intrigue. Et avec une musique parfaite,
qui est toujours assez éthérée et jamais très envahissante. C'est Cliff Martinez, qui est l'ancien batteur des Red Hot Chili Peppers d'ailleurs, qui fait ici sa première BO de film, et sa première collaboration, hein, de longue date, je crois qu'ils sont toujours d'ailleurs plus ou moins en train de faire des films ensemble avec Soderbergh. Hein, voilà. Donc c'est passionnant, ça aussi. C'est vraiment un premier film d'emblée où il pose son univers, Soderbergh. Alors c'est un univers particulier, Soderbergh, hein, de ce que je sais, ce que j'ai vu, c'est qu'il est très versatile. Pas forcément facile de trouver les thématiques de ses métrages, mais je pense que la place de l'humain dans la société, dans le monde, c'est surtout américain ici, c'est un peu son obsession. Et donc, spoiler quand même, parce que comment ça se termine tout ça? Bah oui, forcément, oui, spoiler, mais c'est pas très... J'aurais pu le faire sans. Hein. Anne découvre le poteau rose, donc elle apprend que c'est sa sœur, alors elle l'apprend parce qu'elle va voir Graham, et que la sœur en question, Cynthia, jouée par Laura San Giacomo d'ailleurs, qui sera dans Pretty Woman l'année d'après, et bah, la sœur, elle est passée devant la caméra du gars, et elle a tout dit. Elle a tout dit. Sauf que c'est amusant parce que Anne va pas l'apprendre, Graham. Elle l'apprend parce qu'elle retrouve une boucle d'oreille, je crois, de sa sœur et tout. Donc elle sait que son mari la trompe. Mais elle le sentait. Sauf que c'est avec sa sœur. Et donc elle va voir Graham, et Graham lui dit ah mais oui, ben d'accord. Enfin, il lui aurait dit, mais non. C'est particulier. Et là arrive du coup le moment où Anne va enfin se faire filmer, pour qu'elle puisse exprimer ses désirs, par Graham. Il se refusait jusqu'ici, enfin, il n'imaginait pas l'idée. Et là, donc, il se passe un truc, et il y a le retournement qui fait qu'à un moment, Anne prend la caméra et filme Graham en lui demandant, voilà, parce que, voilà, et alors on le voit, il est là, non, parce que lui, il veut se protéger, hein, c'est ses faux semblants, c'est son absence de vie, et elle va réussir quelque chose avec ce retournement, et les deux vont se libérer ensemble ainsi. Et nous voyons un peu le début de la scène, nous voyons la fin de la scène, de leur point de vue, de perspective, mais entre-temps, surtout, il y a un autre retournement cinématographique, c'est que l'on voit cela, donc, en vidéotape, et c'est le mari qui découvre. C'est le mari qui découvre tout, ici. Il sait que sa femme sait, mais maintenant il va savoir autre chose. Brillant, ça. Ça, c'est vraiment très fort. Et après, on joue donc sur les points de vue, machin, et puis à un moment, la caméra se coupe et on ne sait pas ce qui se passe. Le mari ne sait pas ce qui se passe. Mais il y a une ouverture finale qui laisse envisager quelque chose. En tout cas, le mari lui pète un plomb, il en veut au mec, mais on comprend que c'est lui, le mari, qui a détruit aussi l'existence de son pote, parce que la petite amie qu'il avait avant et tout, bah, il l'a couché avec, hein, aussi, hein, le gars. Donc finalement, le traumatisme, le gars, Peter Gallagher, l'époux, John, c'est lui qui... C'est cette représentation du mal toxique américain, du mal et du mal, qui détruit des vies de femmes, oui, mais aussi de gars qui n'étaient pas dans cette toxicité-là. C'est passionnant. Et donc à la fin, on sous-entend, mais on comprend. Bon, elle se réconcilie avec sa sœur, parce que oui, c'est un film de femme, elle va pas en vouloir à sa sœur, c'est le mari le coupable. Bon, la sœur, elle aurait pu refuser, mais c'est le mari, hein, ici. Bon, on comprend que le mari va perdre son boulot parce qu'il délaissait son travail à cause de ses rendez-vous. Et on comprend aussi que Anne, maintenant, est en couple avec Graham. Mais un couple comment? Un couple qui a pu se libérer totalement, sexuellement, ça restera hors champ. Mais j'imagine qu'avec cette émancipation double à la fin, elle se sort de ce trauma, elle va retrouver son désir, et lui, justement, ne plus avoir de blocage et d'impuissance. Mais ça, on le laisse en privé. Non, ce ne sera pas ni filmé par une des caméras de Graham, ni par celle de Cronenberg. Non, de Soderbergh, oui, ça finit pareil, mais c'est pas les mêmes réalisateurs. Je ferme la zone spoiler, voilà le meilleur, donc Soderbergh. Décidément, j'ai failli encore dire Cronenberg, j'espère que je me suis pas trompé plus tôt dans la vidéo. Si c'est le cas, excusez-moi. C'est vrai que j'étais plus sur Cronenberg que sur Soderbergh ces derniers mois. Mais voilà, Steven Soderbergh, donc oui, ça y est, avec ce film, j'ai envie de rentrer dedans. Je suis pleinement convaincu, je pense, par son cinéma. Mais il y avait, vraiment, j'insiste, Paranoia Insane, si vous tombez sur cette vieille vidéo d'époque, j'en avais dit du bien, mais je suis jamais revenu dessus, j'ai un peu oublié. Mais je me dis aussi que finalement, là, aussi questionner la toxicité, on va dire masculine, américaine au sens large, sur un personnage féminin principal, qui était joué par Claire Foy, hein, si je me trompe pas. Finalement, bon, bref, Sex, Lies and Videotapes, Sexe, mensonge et vidéo, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, on en discute en commentaire de ce métrage de 1989, le premier film d'une très riche carrière, et on peut dire qu'il l'avait commencé en beauté. Je vous dis à la prochaine, ciao.